Et par conséquent, on va, dans les années qui vont venir, au moins dans les 10 ou 20 ans qui vont arriver, on va devoir affronter les deux situations parallèlement. Alors, avec quels moyens on va affronter ces deux problèmes? Sur le plan infrastructurel, tout à l'heure, il était dit que nous avions fait beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts en matière d'investissement en ligne, mais il y a 60 000 lits aujourd'hui. C'est tout. Ça veut dire que si la norme internationale étant de 3 lits pour 1000 habitants pour avoir une couverture suffisante, ça veut dire que pour 2020, en théorie, si on veut être à la hauteur d'une vraie politique de santé, il faut que nous ayons 3 fois 4, 12, 120 000. Il faut doubler la capacité de vie. Je ne vois pas comment d'ailleurs, en si peu de temps, 2020 c'est demain. Bon. Deuxièmement, au niveau des professionnels. Nous avons à peu près un médecin pour 500 habitants, 500-600 habitants. C'est bien, mais malheureusement, ces médecins sont concentrés pratiquement à 80% au niveau des grandes agglomérations du nord du pays. Toutes les politiques de service civil ou pas service civil, d'affectation, etc., n'ont pas réussi à ce jour à résoudre. Il y a un énorme problème de répartition des médecins à travers l'ensemble du territoire national. Au niveau du personnel paramédical, c'est la pénurie. Nous avons 1,2 paramédicaux par 1000 habitants. Il en faut 5. Il en faut au minimum 3. Ça veut dire qu'il faut doubler notre capacité de formation du personnel paramédical dans les années qui vont venir. Et je ne parle pas de la qualité, qui laisse à déplorer, comme malheureusement chacun de vous le constate lorsqu'il s'agit de s'adresser à des structures de santé, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé d'ailleurs. En ce qui concerne les moyens financiers qui sont la colonne vertébrale du système de santé, qu'on ne veuille ou qu'on ne veuille pas. Nous sommes aujourd'hui autour de 5% du PIB. Le PIB est à peu près autour de 7 000 $ par habitant. Nous avons 350 $ à dépenser par tête d'habitant par an. En comparaison, dans les pays de l'OCDE, on est autour de 3 500 à 4 000 $, c'est-à-dire 10 fois plus. 10 fois plus. Sur les 350 $, il y a déjà 25% qui vont aux médicaments. En clair, 25% de la dépense nationale de santé va dans les poches des industries pharmaceutiques. C'est 12% au Royaume-Uni, c'est 7% en Nouvelle-Zélande, c'est 16% en France, où on crie au scandale parce que c'est un des pays qui dépense le plus maternellement. On est à peu près un quart. Au Maroc, c'est 50% de la dépense nationale de santé qui va dans les poches de l'industrie pharmaceutique. Il y a un vrai problème de sécurité. Et si on n'arrive pas à rationaliser ça et à ramener les choses à une juste valeur, je crois qu'on va aller à une catastrophe. Et puis surtout, je l'ai déjà dit, il y a un énorme problème avec, encore une fois, l'inflation de la dépense au niveau de la bourse des ménages. Il n'est pas possible de construire un système de santé juste, un système de santé équitable et solidaire si il faut que 40% de la dépense est assurée par les ménages. Ça, c'est pas possible. C'est une injustice flagrante. C'est ça, une des principales atteintes au droit à la santé de la population. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il faut en arriver à l'avenir. À mon avis, il y a 3 ou 4 points que je voudrais citer et qu'on pourrait débattre si vous le voulez. Le premier, à mon sens, il faut aujourd'hui que nous fassions un choix idéologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que nous allons considérer que la santé, c'est un hypermarché de la maladie dans lequel chacun va s'offrir les services qu'il veut en fonction de ce qu'il a dans la poche, en fonction de ses moyens? Aux États-Unis, ça se passe comme ça. Ou est-ce que nous allons construire un système qui, parce qu'on considère que la santé est un des pivots de la cohésion sociale, et que nous allons construire un système qui s'appuie sur 2 principes fondamentaux, qui sont l'équité et la solidarité. Aujourd'hui,
nous sommes dans l'ambiguïté la plus totale. Il y a un discours politique qui répète que nous sommes pour le secteur public, nous allons développer le secteur public, on va investir dans le secteur public, etc. etc. Et de l'autre côté, on voit le contraire se passer sur le terrain. C'est-à-dire qu'on voit le système public de plus en plus sombrer dans l'anarchie et dans la désorganisation, et un secteur privé qui prospère chaque jour davantage, encore une fois, dans des conditions qui ne sont pas, à mon sens, même dignes pour le secteur privé lui-même. Je crois que le secteur privé, des gens sérieux du secteur privé, avec là à corps et à cri la négociation avec la sécurité sociale pour pouvoir établir des tarifications justes et pour que la population qui s'adresse au secteur puisse être remboursée des soins dont elle aura bénéficié dans ce secteur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est évident que compte tenu des besoins que je viens de définir et compte tenu des moyens dont nous disposons, il va falloir afficher les priorités. On ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et si on n'ouvre pas un débat autour de ça, si nous ne fixons pas des priorités nationales à court, à moyen et à long terme, on va arriver à des situations complètement absurdes. Je vous en cite une. Vous avez tous certainement entendu parler du problème du cancer en notre jour, qui est un vrai problème. Et je rends hommage aux médecins qui ont été courageux, qui sont allés à la presse, qui se sont battus pour que ce problème-là parvienne aux autorités pour leur dire, bon écoutez, il y a un problème extrêmement grave, il faut y remédier. Ça c'est très bien. Mais le résultat, c'est que sous la pression, quand je dis lobby, ce n'est pas péjoratif, de ce groupe de pression au niveau du cancer, eh bien, au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, en 2012, 250 millions de dollars sont accordés, 250 millions d'euros, pardon, sont accordés en budget d'importation de médicaments à la PCH. Sur 250 millions d'euros, 217 ont été affectés à l'achat de produits anti-cancer. Voilà. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un arbitrage, quelque part, sur des bases objectives, hein, avec des données sanitaires fiables, et puis un arbitrage qui soit ouvert et qui soit transparent pour dire, bon, il y a des choses dans le cancer que nous pouvons faire et d'autres que nous ne pouvons pas faire. Il y a peut-être des choses qui se font en Europe que nous ne pouvons pas faire pour l'instant ici, parce que nous n'avons pas les moyens de faire, parce qu'il y a en plus... parallèlement